Chaque année, mec, on transforme jusqu'à 50 000 buffles à travers le monde pour nourrir des millions de gars avec une viande qu'on appelle le nouveau super-aliment. Incroyable, non? Les archéologues, eux, ils kiffent nous rappeler qu'on chassait ces bestiaux déjà à l'époque préhistorique. Et aujourd'hui, la viande de buffle, elle cartonne partout. Peu de gras, hyper nourrissante. Le top. Il y a plus de 5000 ans, on les a domestiqués pour bosser dur. Mais c'est seulement récemment qu'on a capté leur potentiel côté cuisine. Des fermes géantes sur des milliers d'hectares au labo high-tech pour checker la qualité. C'est toute une industrie. Putain. Dans cette vidéo, on va te montrer comment les baffles révolutionnent notre bouffe et pourquoi leur lait, c'est le secret d'une mozzarella à tomber. Reste jusqu'au bout, ça va être savoureux. Les fouilles archéologiques, ça parle clair. Les mecs d'avant, ils traquaient déjà les buffles sauvages en mode préhisto. Aujourd'hui, la viande de buffle, elle commence à détrôner le bœuf. Moins de gras, plus de valeur nutrie. Tu vois le délire? Les buffles d'eau. On a commencé à les élever pour leur viande il n'y a pas si longtemps, si tu compares à leur vieux rôle de bêtes de somme ou de machines à la lait. On les a apprivoisés il y a plus de 5000 ans, mais c'est vraiment vers le milieu du XXe siècle, vers 1950, que des fermes se sont lancées dans l'élevage pour la viande, pas juste pour le taf. Et bam, en 1999, et après, la demande explose grâce à ses atouts diététiques. Tu peux y croire, toi? Une grosse ferme à buffles, avec plusieurs milliers de têtes. C'est pas rien. Des pâturages immenses, des enclos bien pensés, où on les élève, on les nourrit, on les bichonne. Il y a aussi des installations modernes, pour traire. Ouais, parce que le lait de buffle, c'est de l'or. Des ateliers pour bosser la viande, et même des labos pour être sûr que tout est au nickel. Ces fermes, elles peuvent s'étaler sur 500 à 5000 hectares. Voire plus, selon le nombre de bêtes et l'objectif. Souvent, t'as des coins pour le pâturage libre, mais aussi des hangars pour la bouffe, la traite ou la transformation. Les buffles, comme tous les gros bestiaux, ils boivent un max. Du coup, t'as des points d'eau partout, des bassins artificiels ou des lacs naturels, genre étangs, pour qu'ils puissent s'abreuver direct. Voilà comment ça tourne. Sur ces fermes, t'as aussi des unités pour bosser la viande. Hyper crucial si l'objectif, c'est la production de bœuf à bouffer. Ces ateliers, ils gèrent tout, de l'abattage à l'emballage, prêt à vendre. Dans les abattoirs, on passe à l'action. Les bêtes sont abattues, la viande a été nettoyée, refroidie. Ça peut prendre quelques heures, voire une journée, selon la météo et le matos. Ensuite, on découpe. On enlève les os, les trucs inutiles, et on prépare le tout. Ça peut partir au congèle, au fumage ou en produits transformés. Saucisson, steak, tu vois l'idée. À la fin, on emballe, sous vide ou pour les rayons des supermarchés. On colle une étiquette et c'est parti. C'est carré, non? Dans une grosse ferme en Inde ou en Thaïlande, qui bosse pour le marché mondial, on peut traiter entre 10 000 et 50 000 buffles par an. Ça assure un niveau de fou et des livraisons réglo. Cette intégration verticale, du champ à l'assiette quoi, permet aux fermes de tout contrôler, de réduire les coûts et de rester dans la course sur les marchés internationaux. Élever un buffle, ça prend entre 2 et 3 ans, selon la race, les conditions et ce que veut le client. Les petits,
Ils naissent après 10 mois de gestation, comme les autres gros bestiaux. Simple, efficace. Regarde ça de plus près, tu vas kiffer. À la naissance, les petits veaux, ils pèsent entre 30 et 40 kilos, pas plus. On les surveille grave, parce que les premières semaines, c'est tendu pour leur croissance. Ils tètent le lait de leur mère, la base, hyper riche en nutriments. Les bébés buffles restent avec elles 2 ou 3 mois, selon la ferme et le plan. Là, le lait maternel, c'est leur carburant principal, mais petit à petit, on leur file du foin, des céréales, des mélanges pour booster leur régime. Après, on les sépare, direction des enclos à part pour grandir ou en groupe au grand air, selon le style de la ferme. Une fois largués, ils passent au substitut de lait, histoire de tenir jusqu'à ce qu'ils bouffent que du végétal. C'est parti pour la suite. À ce stade, les buffles passent en mode bouffe sérieuse. Herbes, foin, céréales, tout y passe. Ils grandissent et les fermiers checkent leur santé, leur poids, leur vibe générale. Les buffles à lait, eux, peuvent commencer à produire après leur premier petit, vers 2 ans à peu près. Mais avant ça, ils sont déjà bien baraqués. Pour les buffles à viande, c'est l'heure de prendre du muscle, selon la ferme, le menu, la race. Ce temps-là, c'est de la croissance pure. Ils empilent la masse jusqu'à être prêts pour l'abattoir, une fois le poids idéal atteint. Ça roule comme ça. T'imagines la bête ? Pour l'abattoir, un buffle à viande, ça tape entre 450 et 650 kg en moyenne, selon la race et l'élevage. Les buffles d'eau, on en trouve partout, mais l'Inde, c'est le boss. 60% du cheptel mondial, mec. En Europe, genre en Italie, on élève des buffles à lait pour la mozzarella. Et là, c'est autre chose. Une bufflonne, elle peut sortir entre 1500 et 3000 litres de lait par an, plus que pas mal de vaches. Et ce lait, avec 8% de gras, c'est le rêve pour les fromages. Ces bêtes, elles peuvent vivre jusqu'à 25 ou 30 ans, mais pour bosser, on les garde jusqu'à 10 ou 15 ans, selon si c'est pour le lait ou la viande. En Inde ou au Pakistan, ils servent encore à labourer les champs, surtout dans les zones humides. Des machines vivantes, quoi. Et si je te disais que tu bois déjà de l'eau purifiée issue d'eaux usées? Non, ce n'est ni une blague, ni une lubie futuriste. À Singapour, en Californie et même en France, on réinjecte dans le réseau d'eau potable de l'eau qui a déjà transité par les canalisations. Mais est-ce vraiment sûr? Et surtout, arriveras-tu à franchir le cap psychologique et à la boire? Découvrons ensemble comment fonctionne cette technologie hors du commun. Et pourquoi l'avenir de l'eau potable n'a rien à voir avec ce que tu imaginais? Pas de science-fiction, c'est bel et bien la réalité, et elle contribue à résoudre le problème mondial du manque d'eau. Mais comment fonctionnent ces systèmes? Sont-ils vraiment fiables? Et surtout, peut-on accepter de boire ce qui, autrefois, partait dans les égouts? Allez, on plonge dans le sujet. Ici, la vedette s'appelle Direct Potable Heureuse. C'est une technologie de purification
qui réinjecte les eaux usées traitées dans le circuit d'eau potable. Concrètement, l'eau que tu as utilisée pour ta douche ou chassée dans les toilettes peut redevenir parfaitement potable après une série d'étapes de purification renforcée. Est-ce sans danger? Oui, et même plus encore. Les contrôles sont si stricts que, dans bien des cas, cette eau est plus propre que l'eau du robinet classique. Singapour est l'un des pionniers en la matière. Dès 2003, la cité-État a lancé NeWater, un système de recyclage des eaux usées qui sert autant à l'industrie qu'à la consommation. En France, la ville des Sables d'Olonne a instauré un projet novateur permettant de transformer les eaux usées en eau potable. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie locale, visant à garantir un approvisionnement durable et à limiter la dépendance aux sources traditionnelles. Au Texas, en Californie et en Arizona, aux États-Unis, on trouve déjà des usines capables de rendre l'eau des égouts potable. À Los Angeles, on compte même couvrir 30% des besoins municipaux grâce à l'eau recyclée. La première étape pour transformer des eaux usées en eau potable, c'est le pré-traitement. À ce stade, on élimine les déchets solides, le sable, les graisses et autres particules organiques volumineuses. Comment ça marche? Quand les eaux usées arrivent à l'usine, elles passent à travers des grilles mécaniques et des tamis, des structures métalliques aux fentes étroites, de 3 à 10 mm, qui retiennent les objets plus gros. Bouteilles en plastique, lingettes, sacs, feuilles, voire de petits articles tombés par accident dans la cuvette. Et ensuite, tous ces déchets sont dirigés par tapis roulant vers l'incinération ou un centre de traitement. L'étape suivante, ce sont les désableurs. On y laisse se déposer le sable, le gravier, les éclats de verre et les particules métalliques. Pourquoi? Parce que ces matières peuvent endommager les installations ou obstruer les canalisations lors des phases ultérieures. Dans ces bassins, le flux de l'eau ralentit, laissant tomber au fond les particules les plus lourdes. Souvent, l'eau usée contient également des graisses, des huiles et des lubrifiants. Résidus de cuisine ou rejets industriels. Pour les extraire, on utilise des bacs spéciaux où de fines bulles d'air sont injectées, faisant flotter les graisses à la surface. Puis, une racleuse vient les récupérer pour les envoyer au traitement ou à la destruction. Dernière étape du pré-traitement. Les bassins de décantation. L'eau y stagne pendant quelques heures, voire une journée entière. Les particules organiques lourdes sédimentent, tandis que les matières plus légères remontent. Les boues qui se forment au fond sont raclées par des systèmes motorisés et peuvent être valorisées, par exemple pour produire du biogaz. Quant à la couche de surface, elle est collectée pour être filtrée ou éliminée. Après cela, l'eau est loin d'être parfaite. Mais elle est délestée des principaux polluants et devient prête pour l'étape suivante. Le traitement biologique, où bactéries et micro-organismes se chargent de digérer ce qui reste d'organique. Le flux qui n'était hier qu'une eau usée chemine maintenant à travers un réseau complexe de canalisations et de cuves. Débarrassée des plus gros déchets, du sable, des graisses et de la majeure partie des résidus organiques, elle arrive à l'étape magique, la microfiltration. Ici, pas de simple filtre à haute cuisine. On parle de membranes ultra fines, semblables à un tamis microscopique, dont les pores sont des milliers de fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Leur taille? Entre 0,1 dixième de micron et 0,01 micron. À titre de comparaison, une bactérie d'environ 1 micron ne passera même pas, et la plupart des virus se retrouvent aussi piégés. L'eau, elle, glisse sans difficulté, laissant la menace de l'autre côté de la barrière. Les membranes de microfiltration se présentent sous forme de longs tubes ou de plaques, où l'eau est poussée sous haute pression.
Elle ne fait pas que goûter. Elle traverse des millions de micro-canaux. Le système peut épurer des milliers de litres par heure, mais nécessite souvent une pression entre 4 et 5 bars pour forcer l'eau à franchir ses filtres. Une fois passée par là, l'eau semble cristalline, mais les scientifiques veulent une pureté absolue. L'étape suivante est l'osmose inverse, qui va retirer les sels dissous, les minéraux et les plus petits polluants restants. Après la microfiltration et l'osmose inverse, l'eau est déjà débarrassée des particules, des bactéries et de la quasi-totalité des impuretés. Mais ce n'est pas encore suffisant pour la rendre irréprochable. Il faut une désinfection finale. De puissantes lampes émettent des rayons ultraviolets à 254 nanomètres, détruisant en quelques secondes l'ADN et l'ARN des bactéries, virus et parasites. Ces réacteurs UV peuvent traiter jusqu'à 10 000 litres par heure. Et le gros avantage ? Les ultraviolets ne laissent aucune trace chimique, préservant le goût et la composition de l'eau. Ensuite, pour éliminer les virus, les résidus chimiques et même les odeurs indésirables, on expose l'eau à l'ozone. 50 fois plus puissant que le chlore, l'ozone neutralise la plupart des micro-organismes et oxyde jusqu'aux traces de pesticides ou de produits pharmaceutiques. Tout cela prend moins d'1 minute, après quoi l'ozone se décompose de lui-même en oxygène. L'association UV-ozone garantit ainsi une eau plus pure qu'une eau de source. Mais le véritable défi reste psychologique. Boire ce qui était jadis évacué paraît répugnant pour beaucoup. On appelle ça le yuck factor. Pourtant, qui sait ? Dans 10 ou 20 ans, c'est peut-être cette eau-là qui coulera de ton robinet. Et tu ne remarqueras même pas la différence. Chaque année, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits dans le monde. C'est comme si on empilait 50 tours Eiffel faites de vieux téléviseurs, réfrigérateurs et machines à laver. Mais seulement 9 millions de tonnes sont correctement recyclées. Le reste pollue la terre, l'eau et l'air, libérant du plomb, du mercure et du fréon. Alors, comment les usines transforment-elles ces déchets en nouvelles ressources ? Et pourquoi votre vieille machine à laver pourrait-elle finir dans une nouvelle voiture ? Restez jusqu'au bout, ça va être dingue. Aujourd'hui, le recyclage des appareils électroménagers, c'est un processus complexe et bien huilé qui aide à réduire l'impact sur l'environnement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore quelques décennies, les vieux frigos, téléviseurs et machines à laver finissaient à la décharge ou en pleine forêt. Voyons comment l'humanité a appris à traiter ces appareils et à transformer les déchets en ressources. Au début du XXe siècle, l'électroménager était rare. La plupart des gens n'avaient pas d'appareils électriques. Quand quelque chose tombait en panne, comme une machine à laver mécanique ou une gazinière, on les réparait à la main. Les pièces en métal étaient fondues et réutilisées. Avec l'essor de l'industrie à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les premiers réfrigérateurs, fer à repasser, ventilateurs et grille-pains sont apparus. Comme ces appareils coûtaient en cher, on les gardait le plus longtemps possible. Et quand ils cassaient, qu'est-ce qu'on en faisait ? Eh bien, on les réparait et on les réutilisait. Les pièces métalliques, surtout pendant les guerres, où le métal manquait, étaient fondues et réemployées. Et parfois, on les jetait tout simplement avec les ordures ménagères. Mais à l'époque, la production de masse n'existait pas encore, donc le problème du recyclage n'était pas si pressant. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le boom économique. L'électroménager devient plus abordable. La production de masse fait qu'on ne répare plus les vieux appareils. On les remplace. Résultat, des tonnes de réfrigérateurs, téléviseurs et machines à laver finissent à la décharge. Pas cool,
surtout à cause du plomb et du mercure contenus dans les téléviseurs à tube cathodique. C'est à ce moment-là que les gouvernements commencent à réfléchir à des décharges spécialisées pour les déchets électroniques. Dans les années 70, aux États-Unis et en Europe, les premiers programmes de collecte et de recyclage voient le jour. Mais une véritable filière de recyclage n'existe pas encore. Dans les années 1980, le problème devient évident. Certains pays commencent à adopter des lois sur la collecte et le recyclage des appareils. En Europe, les premières usines de recyclage de réfrigérateurs et de machines à laver ouvrent leurs portes. Au Japon, une loi oblige les fabricants à reprendre les vieux appareils. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, des programmes encouragent la réutilisation des métaux et des composants électroniques. Les gens commencent à comprendre les dangers du fréon et des métaux lourds. De nouvelles méthodes d'extraction sécurisées sont développées. Mais beaucoup ne saisissent toujours pas pourquoi il ne faut pas jeter ces appareils n'importe où. Parce qu'un frigo, un climatiseur ou même une machine à laver, c'est pas juste du métal et du plastique. À l'intérieur, il y a des substances nocives qui ne doivent pas finir dans la nature. Quelques exemples. Les anciens réfrigérateurs contiennent du fréon, un gaz qui détruit la couche d'ozone. Mal manipulé, il peut causer de gros dégâts. Et ça, c'est vraiment pas top. Mercure, plomb, cadmium. Beaucoup de composants électroniques contiennent des métaux lourds qui peuvent contaminer le sol et l'eau. Mais si on démonte correctement un appareil, la plupart des matériaux peuvent être réutilisés. Quand vous confiez un appareil à un centre de recyclage, il passe par plusieurs étapes. Dans des usines spécialisées, l'appareil est démonté pièce par pièce, métal, plastique, verre, circuits électroniques, isolants, etc. On aspire le fréon des réfrigérateurs. On retire l'électronique des machines à laver, là où se cachent les métaux lourds. Ces substances sont envoyées vers des centres de stockage sécurisés. La plupart des composants peuvent être recyclés. Le fer, l'aluminium et le cuivre sont fondus et réutilisés dans l'industrie. Le plastique est trié et transformé en nouveaux produits. Le verre des portes de fours et de machines à laver peut servir dans le secteur du bâtiment. Certaines parties, comme certains isolants, ne peuvent pas être réutilisées. Elles sont donc éliminées en toute sécurité. Après le retrait des substances dangereuses, ce qui reste de l'appareil passe dans des broyeurs qui le réduisent en petits morceaux. Des séparateurs magnétiques extraient le fer, tandis que des systèmes à induction trinent les métaux non ferreux et le plastique. Certaines entreprises utilisent des scanners optiques et des rayons X pour identifier et trier automatiquement les matériaux. Un moyen super efficace d'extraire des ressources précieuses, comme le cuivre, l'aluminium et les terres rares. Et maintenant, comment bien se débarrasser d'un vieil appareil? Plusieurs options. Option 1, le déposer dans un centre de recyclage. Option 2, le vendre ou le donner pour les pièces détachées. Certains réparateurs rachètent les vieux frigos et machines à laver. Option 3, profiter des offres, ramener l'ancien et bénéficier d'une réduction. Pratique si vous voulez du neuf. Option 4, le donner à une association caritative. Si l'appareil fonctionne encore, il peut aider une famille dans le besoin. Une bonne action. Et un monde plus cool. Recycler ces appareils, c'est bon pour la planète et ça économise des ressources.
Voyons ce qu'on peut tirer d'un vieux frigo ou d'une machine à laver. Le fer fondu sert à fabriquer de nouveaux appareils. Les fils de cuivre deviennent des câbles et des circuits électroniques. Le plastique recyclé peut devenir la coque d'un nouvel appareil ou même des pièces de voiture. Et ce n'est pas tout. Le recyclage crée des emplois et booste l'économie. Si on arrêtait de jeter les vieux appareils n'importe où et qu'on les recyclait, ça changerait beaucoup de choses. Moins de déchets toxiques dans la nature, une eau et un air plus propres, plus de ressources pour fabriquer de nouveaux produits. Alors, la prochaine fois que votre machine à laver rend l'âme, ne la jetez pas. Trouvez un centre de recyclage ou donnez-la à quelqu'un qui en a besoin. Faisons du bien à la planète, ensemble. À l'échelle mondiale, seulement 9 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques sont collectés et recyclés officiellement. Le reste finit dans des décharges ou est brûlé, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Chaque année, on balance des millions de machines à laver dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, on jette environ 10 millions de ces appareils. Tu te rends compte? En Europe, c'est pareil. Au Royaume-Uni, plus de 3 millions de machines partent à la casse chaque année. Vu leur taille, leur poids et la complexité de leurs matériaux, un recyclage efficace est crucial pour la planète. Alors, voyons ensemble comment on récupère ces vieilles machines avant de les démanteler. De nombreuses grandes marques et enseignes d'électroménager proposent aujourd'hui des programmes de trade-in ou le retrait gratuit de l'ancien appareil à l'achat du nouveau. Aux États-Unis, on trouve ce genre d'initiative chez Whirlpool, LG ou Samsung. Et en Europe, il y a la fameuse directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, DEE. Les conditions varient. Certaines boîtes se contentent d'embarquer ton ancien modèle. D'autres t'offrent une petite remise sur le neuf. Par exemple, Whirlpool aux États-Unis peut octroyer entre 50 et 100 $ de rabais sur une machine à laver neuve. LG et Samsung, parfois, montent à 100 ou 200 $ lors de promos spéciales. En Europe, certains programmes offrent jusqu'à 10% de réduction sur le nouvel équipement. Mais, soyons clairs, les ristournes ne sont pas toujours énormes. La plupart des entreprises voient surtout ça comme un geste écologique, pas comme un argument marketing fracassant. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de collecte de déchets électroniques, où tu peux déposer toi-même ta vieille machine à laver. Souvent, ces centres bossent main dans la main avec les municipalités ou des boîtes privées. Dans certains pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis, il y a même des services municipaux dédiés à l'enlèvement d'appareils volumineux. À New York, par exemple, tu peux bénéficier d'un ramassage gratuit via le programme municipal NYC Safe Disposal. De plus, certaines entreprises de récupération de métaux rachètent ou enlèvent gratuitement ces machines avant de les expédier en atelier de démantèlement, où elles sont triées pour récupérer le métal, l'électronique et le plastique. D'abord, on classe les machines par catégorie. Celles qui fonctionnent encore, celles qui sont à moitié en rade et celles qui sont complètement fichues. Les modèles en état de marche peuvent être retapés puis revendus, tandis que les autres partent en démontage. On commence par retirer les panneaux extérieurs, la porte, le tambour, le moteur, la partie électronique, les câbles et la pompe sont démontés à part, car on peut les réutiliser ou les recycler séparément. On trie aussi les métaux, inox, aluminium, cuivre, et on met de côté les pièces plastiques. Tout ça peut se faire manuellement ou via des chaînes automatisées, munies de broyeurs, d'aimants et de séparateurs à air.
Les chaînes automatisées de recyclage des machines à laver fonctionnent par étapes, chacune dédiée à un type de matériau différent. D'abord, les appareils arrivent sur un tapis roulant où de puissants broyeurs à rotor fragmentent l'ensemble en morceaux de 3 à 10 cm. Impressionnant, non? Ensuite, on fait passer ces fragments dans des séparateurs magnétiques qui attirent les métaux ferromagnétiques, comme l'acier ou la fonte, pour les isoler du reste. Puis, un séparateur à courant de Foucault propulse hors du flux les métaux non ferreux, comme l'aluminium et le cuivre. Le plastique et les matériaux légers sont écartés grâce à des séparateurs à air. Un souffle puissant projette les particules les plus légères vers le haut, direction un autre conteneur, tandis que les morceaux plus lourds poursuivent leur route sur le convoyeur. En fin de chaîne, on utilise des scanners optiques pour analyser la composition des résidus et les orienter vers la bonne filière de traitement ou d'élimination. Une fois triés, tous ces matériaux, plastique, métal, verre et autres, empruntent des circuits de valorisation ou de recyclage spécifiques. Les restes métalliques, comme les pièces en acier, sont expédiés vers les usines sidérurgiques pour être refondus et servir à fabriquer de nouveaux produits. Les séparateurs magnétiques font ça très bien. Ils extraient tout ce qui est fer ou acier, prêt pour la fusion. Les parties en plastique, elles, sont broyées et compressées en briquettes. Ces blocs prennent ensuite la direction d'usines spécialisées, où on les transforme en nouveaux objets en plastique ou en matières premières pour d'autres appareils. Quant aux éléments en verre, la porte vitrée par exemple, on les nettoie à fond pour les faire refondre et obtenir un verre flambant neuf. Les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés, certains caoutchoucs ou mélanges trop complexes, sont incinérés ou mis en décharge sur des sites spécialisés. Grâce à ce tri et à ce recyclage poussé, on limite drastiquement ce qui finit à la décharge, tout en réinjectant des matières premières dans le circuit économique. Dans certains cas, pour les composants vraiment coriaces, on recourt à des techniques spéciales, pyrolyse, traitement chimique, etc., afin d'éviter pollution et émissions toxiques. Imagine, par exemple, un assemblage plastique-métal-caoutchouc. Ce genre de mix a besoin d'un traitement approfondi pour séparer chaque partie. Sans ça, on risque la contamination ou le rejet de substances nocives. Souvent, les éléments en caoutchouc, surtout quand ils contiennent des composés chimiques, ne se recyclent pas facilement à cause de leur structure. Alors, on les traite par pyrolyse ou via d'autres procédés chimiques pour les décomposer en fractions plus simples, réutilisables ou au moins éliminables sans risque. Dans certains cas, la machine renferme des substances toxiques, par exemple du mercure dans d'anciens relais, piles ou lampes intégrées. Il faut alors des méthodes spécifiques pour neutraliser ou isoler ces matières. Parfois, on va jusqu'à employer des réactions chimiques pour éviter tout rejet dangereux. Les matériaux comme le polyuréthane ou le polyester, courants dans les isolations ou certains composants, peuvent aussi passer par une pyrolyse pour en dissocier les éléments et les recycler. Si une machine à laver comporte des matériaux composites complexes, plusieurs couches de plastique, de métal, de fibres, etc., il faut un processus spécial qui sépare chaque couche et permette un recyclage adéquat. Globalement, ces technologies servent un seul but: maximiser l'efficacité du recyclage et réduire l'impact négatif sur l'environnement. Parce qu'avec un traitement inadéquat, on peut se retrouver avec des fuites de produits dangereux ou des pollutions très ennuyeuses. On l'a bien compris, trier et recycler, c'est la clé pour donner une nouvelle vie aux ressources et préserver la planète. Voilà, tu sais tout. Maintenant, imagine le trajet de ta vieille machine.
Elle peut se faire démonter, broyer, refondre, retransformer, et hop, la boucle est bouclée. Incroyable, non? Votre sèche-cheveux est cassé? Attendez, ne le jetez pas tout de suite à la poubelle. Chaque année, ce sont 50 millions de tonnes d'appareils électroniques qui finissent en montagnes de ferraille. Le plastique de votre vieux sèche-cheveux mettra 500 longues années à se décomposer, pendant que le plomb et le chrome toxique, eux, empoisonneront lentement la Terre. Mais, et si on vous disait qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du danger, mais aussi de l'or, du vrai? Et que près de 90% de votre appareil, qui semble bon à jeter, peut en fait être transformé en quelque chose d'utile. Dans cette vidéo, on va suivre le voyage incroyable d'un sèche-cheveux. Depuis votre salle de bain, jusqu'à une usine high-tech, pleine de robots, de presses et de fours chauffés à 1500 degrés Celsius. Regardez bien jusqu'au bout pour découvrir comment un simple sèche-cheveux participe à un processus de recyclage franchement étonnant. Alors, un sèche-cheveux contient plusieurs composants dangereux. Les éléments chauffants, et les fils par exemple, peuvent contenir du nickel, du chrome ou des soudures au plomb. Tout ça, ça pollue l'environnement. La carte électronique, elle, abrite des circuits intégrés, des résistances, des transistors. Et dedans, on peut trouver des traces de métaux des terres rares. Le plastique aussi. Il n'est pas toujours adapté au recyclage. Du coup, si vous jetez votre sèche-cheveux dans la poubelle classique, il finira en décharge. Là-bas, le plastique commencera à se décomposer. Ça peut prendre entre 100 et 500 ans. Et les métaux lourds risquent de contaminer l'environnement. Heureusement, on peut déposer les vieux sèche-cheveux dans des points de collecte spéciaux pour l'électronique. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de récupération des déchets électroniques, où l'on reprend gratuitement les appareils électroménagers pour les recycler. On peut aussi rapporter l'appareil en magasin quand on en achète un nouveau. Dans certains pays, les magasins d'électroménager sont tenus de reprendre les vieux appareils pour s'assurer qu'ils soient recyclés. Autre option, l'atelier de réparation ou une association caritative. Si le sèche-cheveux fonctionne encore, même un peu, on peut essayer de le faire réparer ou bien le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même le démonter vous-même et apporter les différents matériaux au recyclage. Bon, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais ça permet de récupérer des métaux précieux et de réduire au maximum les déchets. Franchement, pour moi, le plus simple reste de le déposer pour le recyclage. Comme ça, il partira avec d'autres appareils vers une usine spécialisée. Là-bas, le processus de recyclage commence dès la collecte et le transport. Les sèche-cheveux sont rassemblés dans de grands conteneurs, des bacs qui font entre 1000 et 5000 litres, puis transportés par camion ou par conteneur. Une fois à l'usine, les appareils sont triés par catégorie. On met d'un côté les gros appareils, de l'autre le petit électroménager, et encore ailleurs les appareils électroniques. Les sèche-cheveux, eux, sont dirigés vers une ligne de démontage spécifique. Ils sont d'abord inspectés par des employés qui portent des gants et des combinaisons de protection, histoire d'éviter tout contact avec des substances potentiellement dangereuses. Après ça, c'est parti pour le démontage mécanique. Les appareils avancent sur un tapis roulant, où une presse automatique vient casser la coque en plusieurs morceaux. Ensuite, des bras robotisés s'occupent de dévisser les vis, de séparer l'élément chauffant et les fils. Puis, c'est au tour du moteur d'être retiré. Il est intéressant car il contient du cuivre dans son bobinage. Une fois que toutes les pièces principales sont extraites, elles sont triées par type de matériau. Le plastique, par exemple, passe dans un broyeur qui le réduit en petits morceaux de 5 ou 10 mm. Ensuite,
il est nettoyé et refondu pour fabriquer de nouveaux objets. Les parties métalliques, comme les fils de cuivre ou l'élément chauffant, sont envoyées à la fonderie. Là, la température grimpe jusqu'à 1200, voire 1500 degrés Celsius. Les métaux ainsi récupérés serviront à fabriquer de nouveaux appareils électriques. Quant à la carte électronique, elle est broyée, puis traitée avec des solutions chimiques spécifiques pour en extraire les matériaux de valeur, comme l'or, l'argent et le palladium. En moyenne, près de 90% des matériaux qui composent un sèche-cheveux peuvent être recyclés. Le cuivre retourne dans l'électronique et les câblages. L'aluminium et l'acier sont réutilisés dans l'industrie automobile ou le bâtiment. Et le plastique recyclé peut tout à fait redevenir la coque d'un nouvel appareil. Les parties qui ne peuvent pas être recyclées, elles, sont dirigées vers un centre d'enfouissement sécurisé ou sont incinérées dans des conditions très strictes. Alors, qu'est-ce qui n'est pas recyclable exactement? Eh bien, certains types de plastique, comme les plastiques thermodurcissables, vous savez, ceux qui ne fondent pas et ne peuvent donc pas être remodelés. Il y a aussi les résidus de colle, de mastic et de résine. Souvent utilisés dans l'assemblage du sèche-cheveux, ils peuvent contenir des produits chimiques nocifs. Les circuits intégrés contenant des impuretés de métaux lourds ou les pièces qui sont imprégnées de substances toxiques. Ça non plus, ça ne se recycle pas. Et c'est pareil pour les restes de matériaux isolants, car ils peuvent contenir des substances cancérigènes impossibles à traiter pour le recyclage. Chaque année, le monde produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Et seulement 20% environ sont correctement recyclés. Les sèche-cheveux, comme d'autres petits appareils, finissent trop souvent à la poubelle classique. Là, leur plastique pollue l'environnement pendant des siècles. Et leurs métaux lourds contaminent l'eau et le sol. Si chacun d'entre nous prenait l'habitude d'apporter ces vieux appareils au recyclage, ça aiderait vraiment à réduire la quantité de déchets dangereux, à préserver nos ressources naturelles et aussi à diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Tout simplement parce que réutiliser les matériaux existants demande beaucoup moins d'énergie que d'en extraire de nouveaux. Rien qu'aux États-Unis, par exemple, on génère environ 7 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et là encore, seulement 20% sont officiellement recyclés. Une fois démontées, donc, toutes les pièces du sèche-cheveux passent par une étape de tri selon leurs matériaux. Les composants métalliques. On parle ici des fils de cuivre, des pièces en aluminium ou en acier de la coque, de l'élément chauffant, atterrissent dans des conteneurs dédiés, avant d'être broyés. Le cuivre est ensuite séparé grâce à des techniques magnétiques et électrostatiques. Puis il part à la fonderie, où il fondra à 1084 degrés Celsius. L'acier et l'aluminium sont également refondus et serviront à fabriquer de nouvelles pièces pour l'électroménager ou pour l'industrie automobile. Les pièces en plastique, la coque, les boutons, l'isolation des fils, sont elles aussi broyées, mais en granulés. Ensuite, elles sont lavées et triées par type de plastique. Certains types pourront être transformés en nouvelles coques pour des appareils électroniques. Les pièces métalliques, une fois compressées en briquettes bien denses, prennent la route vers les usines métallurgiques. Là, elles seront fondues et réintégrées dans la production de nouvelles pièces. Le plastique, lui, est conditionné dans de grands sacs et transporté vers des usines spécialisées dans le recyclage des plastiques. Il y sera refondu pour fabriquer de nouveaux objets, comme des boîtiers pour l'électronique ou des composants pour les voitures.
transport des composants toxiques et des résidus non recyclables, eh bien ça, c'est une autre histoire. C'est un processus extrêmement réglementé, qui demande des autorisations très spécifiques. Pour pouvoir transporter ce genre de matière, l'entreprise doit détenir une licence spéciale pour la manipulation de matériaux dangereux. Tous les conteneurs doivent être clairement étiquetés selon les normes internationales et être accompagnés de toute la paperasse nécessaire. Le transport lui-même se fait obligatoirement dans des camions spécialisés, équipés de conteneurs métalliques parfaitement étanches, histoire d'éviter toute émanation toxique ou fuite de liquide. Les chauffeurs, eux, suivent une formation spéciale, parce qu'en cas d'accident, la moindre erreur de manipulation pourrait déclencher une véritable catastrophe écologique. Si ces déchets ultimes ne peuvent pas être incinérés en toute sécurité, ils sont alors conduits vers des décharges spécialement conçues pour les matériaux toxiques. Là, ils sont enfermés dans des capsules en béton hermétique ou confinés dans des enveloppes de protection multicouches. Tout ça, c'est fait pour garantir qu'aucune substance nocive ne puisse s'échapper et contaminer l'environnement. « 30 000 tonnes d'acier, 100 mètres de long, et une seule chance de souder le tout à la perfection. Au cœur des chantiers navals géants, entre les éclairs de soudure à l'arc et le grondement des grues, naissent les géants des mers, ces navires qui traverseront les océans. Ici, chaque soudure n'est pas qu'un point de métal, c'est une promesse de sécurité pour des milliers de passagers à bord. Comment les robots et les humains unissent-ils des centaines de blocs pour former une coque insubmersible ? Comment l'un des plus grands exploits d'ingénierie prend-il vie sous nos yeux ? Regarde bien, tu vas voir battre le cœur en fusion d'un titan des océans. La soudure de la coque est une étape cruciale. Elle garantit la solidité, la durabilité et la sécurité du navire. Les méthodes traditionnelles de soudure sont peu à peu remplacées par des technologies modernes qui accélèrent le processus et offrent des soudures d'une qualité exceptionnelle. Le lieu où tout cela se passe ? Un immense chantier naval, parfois grand comme une ville. Ce n'est pas juste un atelier, mais un site d'ingénierie XXL. Le chantier couvre des dizaines d'hectares, avec des cales sèches où l'on assemble les navires et des ateliers spécialisés dans le traitement des métaux. Dans les cales sèches, les coques reposent sur d'énormes supports, ce qui permet aux ouvriers de travailler sur chaque section avec facilité. Des grues géantes déplacent les blocs de plusieurs dizaines de tonnes pour les amener à l'emplacement de soudure. Autour, c'est un concert de machines, d'étincelles, de bruits métalliques, une vraie chorégraphie industrielle. Les héros ici, ce sont les soudeurs. Des pros hyper qualifiés, capables de travailler tout type de métaux, souvent dans des conditions difficiles, endroits exigus, faible éclairage. Ils utilisent des techniques modernes, comme la soudure TIG ou MIG. Qu'ils soient dehors ou en intérieur, leur boulot, c'est de transformer des plaques d'acier en coques solides comme des bunkers. Le spectacle est impressionnant. Des arcs électriques éclairent l'espace, des étincelles jaillissent, les machines bourdonnent. Casqués, protégés, les ouvriers se déplacent entre les structures métalliques géantes. Les grues soulèvent des blocs énormes, pendant que les robots assurent des soudures en continu. Ces systèmes robotisés garantissent une précision extrême grâce à un suivi automatique des soudures et des corrections en temps réel. Ils effectuent des mouvements programmés, pour une soudure régulière, sans défaut. Dans les grands chantiers navals français, cette technologie permet de réduire le temps de soudure de la coque de 40%.
La soudure laser utilise une densité d'énergie très élevée pour créer des soudures profondes, avec un impact thermique minimal. Elle peut atteindre 300 mm de profondeur en un seul passage, tout en réduisant la consommation d'énergie de 60%. Autre technique, la soudure par friction malaxage. Elle permet de joindre les métaux sans les faire fondre, grâce à la chaleur générée par le frottement. Idéal pour assembler de longues plaques d'aluminium, fréquentes dans les constructions navales. La construction d'un paquebot géant peut durer jusqu'à 3 ans. Tout commence par une conception détaillée, avec les spécifications techniques et l'aménagement intérieur. Puis vient la découpe de l'acier, via des machines à commande numérique qui assurent une découpe rapide et ultra précise. Les grandes plaques obtenues serviront ensuite à la fabrication de la coque. Ces machines peuvent traiter d'immenses surfaces métalliques à haute vitesse. Un vrai gain de temps et d'efficacité. Une fois les panneaux prêts, on les assemble à l'aide des techniques de soudure les plus avancées. Des robots suivent des programmes spécifiques pour exécuter des mouvements précis et produire des soudures parfaites. Grâce à cette robotisation, la production va plus vite, le risque d'erreur humaine diminue et la qualité est constante. Sur le chantier, on voit des grues géantes soulever des blocs de plusieurs tonnes, les placer à la bonne position. Les ouvriers se déplacent entre les structures d'acier au rythme des machines, des marteaux et des arcs électriques. On se croirait dans un film de science-fiction. Un navire se compose de centaines de blocs, assemblés un par un sur Terre. Un paquebot, par exemple, peut nécessiter plus de 40 blocs, montés à l'aide de grues monumentales, puis soudés ensemble. Une fois la coque terminée, on remplit la cale sèche d'eau. C'est le premier flottement du navire. Ensuite, on passe à l'aménagement intérieur. Cabine, restaurant, théâtre, zone de détente. Avant ce grand moment, une série de contrôles. Vérification de l'étanchéité de la coque, test des trappes, des ponts, ajustements finaux. L'eau entre dans la cale par des écluses spéciales, sous contrôle strict. On surveille le niveau pour éviter toute déformation du navire. Une fois que le navire flotte, on vérifie sa flottabilité et l'absence de fuite ou défaut. On teste aussi les moteurs, les arbres d'hélice, les systèmes mécaniques. Sans oublier réseaux électriques, éclairage, électronique embarquée, GPS, radar, instruments de navigation, tout y passe. Le navire part ensuite en essai en mer. Vitesse, maniabilité, stabilité. Les tests sont effectués dans différentes conditions pour valider la sécurité et l'efficacité. Un défaut dans la conception peut tout changer. Un centre de gravité mal calculé peut entraîner un basculement. Un manque de stabilité peut compromettre la navigation. Si la coque n'est pas parfaitement étanche, l'eau s'infiltrera, provoquant des pertes de flottabilité, voire un naufrage. Heureusement, les tests de mise à l'eau permettent d'identifier ces défauts dès le remplissage de la cale sèche. Le navire doit être parfaitement équilibré pour rester stable. Un mauvais répartition du poids, et hop, problème de flottabilité. Les systèmes de stabilisation, comme les quilles anti-roulis, doivent fonctionner parfaitement. Sinon, le navire tangue et les essais sont invalidés. La franc-bord minimale, c'est-à-dire la distance entre le pont et la surface de l'eau, doit faire au moins 6% de la longueur totale du navire pour garantir une bonne réserve de flottabilité en cas de vagues ou de conditions extrêmes.
Dans le monde d'aujourd'hui, les structures en acier sont à la base de presque toutes les constructions, des maisons aux ponts, en passant par les sites industriels. Les armatures, qui renforcent le béton, doivent être à la fois solides et écologiquement produites. C'est pourquoi de plus en plus d'usines passent à la fabrication d'acier à partir de ferraille recyclée, un moyen de réduire considérablement l'impact environnemental. Allez, voyons en détail comment tout ça se passe dans une aciérie moderne et éco-responsable. Tout commence avec la ferraille, des vieilles voitures, des structures en béton armé, des tuyaux usés, des débris de construction et d'autres déchets métalliques. La ferraille est collectée dans des centres spécialisés, triée par type d'acier et nettoyée de ses impuretés, plastique, caoutchouc, peinture, résidus de béton. C'est une étape ultra importante, parce que la qualité de la matière première influence directement celle de l'acier final. Le tri est fait avec des séparateurs magnétiques, à la main et via des systèmes automatisés modernes. Les gros morceaux, comme les carcasses de voitures, les vieilles structures métalliques, les grandes pièces en fer, sont trop encombrants pour être directement fondus. Ils doivent donc être réduits à des morceaux plus petits, d'environ 10 ou 15 cm. Pour ça, on utilise d'énormes broyeurs, de vraies machines de guerre, avec des marteaux lourds ou des couteaux tournant à pleine vitesse. Un seul broyeur peut transformer des dizaines de tonnes de ferraille par heure en petits morceaux, prêts à fondre. Aujourd'hui, les aciéries modernes utilisent des fours électriques à arc, bien plus écologiques que les hauts fourneaux classiques. Ils fonctionnent à l'électricité, ce qui permet de réduire les émissions polluantes de près de 60%. C'est énorme, tu vois? Le processus commence en chargeant dans le four la ferraille préparée. Ces morceaux d'acier propres et triés. À l'intérieur, de puissantes électrodes en graphite créent un arc électrique, générant une température hallucinante, plus de 1600 degrés Celsius. À cette chaleur, le métal fond en quelques instants pour devenir de l'acier liquide. Le gros avantage des fours électriques, c'est qu'on peut contrôler très précisément la température de fusion. Résultat, un processus super efficace, sans surchauffe inutile, moins d'énergie consommée et une qualité d'acier au top. Pendant la fusion, on ajoute des éléments d'alliage, des ajouts spéciaux pour améliorer les propriétés de l'acier. Les plus courants, le manganèse, le chrome et le nickel. Le manganèse rend l'acier plus solide et plus dur. Le chrome le protège contre la rouille. Et le nickel lui donne de la souplesse et de la longévité. Grâce au dosage précis de ces éléments, les producteurs créent des aciers adaptés aux besoins spécifiques du bâtiment ou de l'industrie. Les fours électriques permettent de garder une composition chimique super stable et de l'ajuster à tout moment pendant la fusion. Quand l'acier liquide atteint la bonne température et la bonne composition, il est transféré du four vers des grandes cuves spéciales qu'on appelle des poches. Ces poches, faites de matériaux ultra résistants au feu, peuvent contenir plusieurs tonnes d'acier fondu à plus de 1600 degrés Celsius. Ensuite, l'acier est versé dans des moules, ou cristalliseurs, où il se refroidit rapidement et durcit, formant des barres longues de métal brut. Ces cristalliseurs peuvent être ouverts ou fermés, selon les technologies utilisées. Dans les moules ouverts, l'acier refroidit naturellement. Dans les fermés, on accélère le refroidissement avec de l'eau. Les pièces obtenues sont appelées blooms, s'ils sont carrés ou rectangulaires, ou slabs, s'ils sont plats.
Les longueurs standards vont de 6 à 12 mètres, la largeur et l'épaisseur varient selon l'usage prévu. Ces tailles sont parfaites pour le transport et le traitement. Après solidification et premier refroidissement, on découpe les bords irréguliers, on nettoie la surface des résidus. Les pièces sont alors prêtes à être envoyées au laminoir pour devenir des produits finis, armatures, plaques, tubes, etc. Pour le laminage, on utilise des laminoirs spécialisés qui réduisent progressivement l'épaisseur du métal et lui donnent la forme souhaitée. Les armatures ont généralement une surface nervurée pour mieux s'accrocher au béton. Ces nervures sont formées par des rouleaux spéciaux pendant le laminage. Le laminage se fait à haute température, ce qui rend l'acier plus malléable, sans fissures ni défauts. Après le laminage, l'armature est refroidie à l'air libre ou par des systèmes de refroidissement contrôlés pour éviter les tensions internes et les déformations. Chaque lot d'armature passe un contrôle qualité strict. On vérifie le diamètre, la résistance à la traction, la flexibilité et l'absence de défauts visibles. Pour ça, on utilise des appareils modernes, ultrasons, machines de test mécanique, inspection visuelle. Recycler la ferraille réduit les déchets dans les décharges et la pollution des sols. Réutiliser le métal limite l'extraction minière et donc protège les écosystèmes naturels. Les aciéries modernes, qui produisent des armatures à partir de ferraille, sont des modèles de technologie avancée, d'efficacité et de respect de l'environnement. Elles permettent non seulement de produire de l'acier haut de gamme, mais aussi de réduire l'empreinte carbone. Grâce aux innovations dans les fours électriques, à l'automatisation et au contrôle qualité, ces usines sont des piliers du développement durable dans la construction. L'armature produite ici devient la base de structures solides et fiables, et le processus tout entier, un bel exemple de responsabilité écologique et d'excellence technique. Les produits de finish, tubes, armatures, pièces métalliques, sont emballés sur des palettes en bois ou en plastique. Ensuite, tout est sécurisé avec un film étirable pour éviter tout déplacement et protéger contre la poussière.